Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons une ascension de l'Everest entre une mère et sa fille. De la confiance du départ nocturne à une agonie lente dans la zone de la mort, une seule d'entre elles redescendrait, laissant derrière elle l'une des tragédies les plus déchirantes du plus haut sommet du monde. Catherine Moreau, 46 ans, kinésithérapeute à Chamonix, n'avait jamais imaginé que sa passion pour l'alpinisme définirait le pire moment de sa vie. Sa fille, Léa, 22 ans, étudiante en biologie à Lyon, partageaient cette passion depuis l'âge de 14 ans. Ensemble, elles avaient gravi des sommets dans les Alpes, en Amérique du Sud, et finalement, elles s'étaient fixé l'objectif ultime, l'Everest. Ce qui devait être leur plus grande réussite commune allait se transformer en cauchemar le 18 mai 2024 à 8480 mètres d'altitude, quand Catherine prendrait la décision de continuer vers le sommet pendant que le corps de sa fille gisait sur une corniche 67 mètres plus bas. Catherine Moreau avait divorcé en 2013, quand Léa avait 12 ans. Les années qui suivirent furent difficiles. Catherine se réfugia dans l'alpinisme, enchaînant les expéditions, gravissant 6 sommets de 8000 mètres en 10 ans. Léa, elle, grandissait en regardant sa mère partir. Il y avait une tension non dite entre elles, un fossé créé par l'absence répétée. Mais à 14 ans, Léa demanda à sa mère de lui apprendre à grimper. C'était leur façon de se retrouver. Elles passèrent les week-ends ensemble sur les parois de Chamonix. Léa se révéla naturellement douée, méthodique, courageuse. À 20 ans, elle avait un palmarès impressionnant d'ascension technique. Mais surtout, elle avait reconstruit quelque chose avec sa mère. L'Everest était censé être leur consécration, le projet qui scellait leur lien. Léa avait une excuse scientifique pour justifier l'expédition. Sa thèse de biologie portait sur les adaptations physiologiques en altitude extrême, spécifiquement dans les pères parents-enfants. Elle voulait comprendre comment leur corps, génétiquement liés, réagissait différemment ou similairement à l'hypoxie. Catherine trouvait l'idée brillante. Elles s'entraînèrent ensemble pendant 18 mois, courant en altitude, dormant en caisson hypobare, simulant les conditions de la zone de la mort. Avant de partir, Catherine avait promis à la grand-mère de Léa qu'elles reviendraient toutes les deux saines et sauves. Cette promesse entrait Catherine pour le reste de sa vie. Elles arrivèrent au camp de base de l'Everest le 14 avril 2024, après un trek éprouvant à travers la vallée du Khumbu. Dès le premier jour, Léa ressentit un mal de tête. Catherine lui donna de l'ibuprofène et nota le symptôme dans son carnet médical. Elle surveillait sa fille avec l'œil clinique d'une professionnelle de santé, mais aussi avec l'inquiétude d'une mère. Le mal de tête disparut après 2 jours. Catherine se dit que c'était une acclimatation normale. Elles effectuèrent leur rotation vers les camps 2 et 3 sans incident majeur tout au long du mois d'avril. Mais lors de la rotation au camp 2, le 28 avril, Léa vomit 2 fois en une nuit. Elle perdit 3 kilos en une semaine. Docteur Laurent Dubois, un médecin urgentiste français, membre d'une autre expédition, examina Léa à la demande de Catherine. Il déclara qu'elle était être une acclimatrice rapide, mais une mauvaise sustaineuse. Catherine interpréta cela comme un signe positif. Léa récupérait vite, donc elle pouvait continuer. Le 14 mai, les prévisions météo annoncèrent une fenêtre favorable pour le 17 et 18 mai. Catherine voulait attendre le 20 mai pour éviter la foule, mais Léa insista pour partir le 18. Maman, on ne peut pas rater cette fenêtre. Ma thèse dépend de ces échantillons. Catherine céda. Elle voulait que ce moment soit parfait pour sa fille. Le 17 mai à 19h30, la veille de leur départ pour l'ascension finale, Léa posa une question à sa mère. Si quelque chose ne va pas là-haut, tu me promets qu'on redescend ensemble ? Catherine prit la main de sa fille et répondit sans hésitation. Bien sûr, ma chérie, ensemble, toujours. Ces mots reviendraient la hanter. Lors de la vérification finale de l'équipement, Mingma Sherpa, leur guide népalais de 38 ans, avec 12 ascensions de l'Everest à son actif, remarqua une légère fuite sur le régulateur d'oxygène de Léa, une perte de flux de 5%. Il suggéra de le remplacer. Mais Léa refusa. Elle avait calibré cette bouteille spécifiquement pour ses mesures de recherche. Elle devait utiliser celle-là. Catherine ne s'opposa pas. Une perte de 5% semblait être une marge acceptable. À 20 0 le 17 mai,
elles quittèrent le camp de base pour la dernière fois. Le trajet vers le camp 2 se déroula normalement. Les deux femmes se sentaient fortes. À 23h45 le 18 mai, elles partirent du col sud, à 7986 mètres, pour leur poussée finale vers le sommet. La température était de -28 degrés Celsius. Leurs lampes frontales créaient de petits halos de lumière dans l'obscurité totale. Derrière elles, d'autres équipes commençaient également leur ascension, formant une lente procession de lumière qui montait les pentes finales de la montagne. Le rythme initial de Léa était solide, elle grimpait avec confiance. Mais ce qui devait arriver allait tout changer. Le premier signe de problème survint à 3h du matin, près d'un endroit appelé le Balcon, à 8400 mètres d'altitude. Ce qui aurait dû être une brève pause de repos devint un retard prolongé lorsqu'elles rencontrèrent un embouteillage inattendu de près de 35 grimpeurs. La file s'étendait au-dessus et en dessous d'elle, créant un bouchon qui allait s'avérer catastrophique pour Léa. Des équipes de Roumanie, de Pologne, du Japon et d'Allemagne convergeaient simultanément sur le passage étroit. Le retard brûlait leurs réserves d'oxygène soigneusement calculées, et la respiration de Léa avait commencé à changer. Catherine le remarqua d'abord dans le rythme respiratoire de sa fille. Au lieu des respirations profondes et contrôlées qu'elles avaient pratiquées pendant l'entraînement, la respiration de Léa était devenue superficielle et rapide, presque haletante. Quand Catherine lui demanda si elle allait bien, la réponse de Léa arriva un battement trop tard, comme si la question avait dû traverser un brouillard avant d'atteindre sa conscience. « Ça va, maman. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. » Mais sa voix portait un léger bégaiement qui n'était pas là une heure plus tôt. Mingma Sherpa remarqua que Léa respirait 3 fois plus vite que la normale pour cette altitude. À 4h15, alors qu'ils étaient toujours bloqués dans la file, avec 35 personnes accrochées à la corde fixe, la condition de Léa se détériorait visiblement. Elle essayait continuellement d'ajuster son mousqueton sur la corde, mais ses mains semblaient incapables de trouver les mécanismes correctement. Ses doigts, même à l'intérieur de ses gants isolants, tremblait avec de fins tremblements moteurs, indiquant que son système nerveux commençait à défaillir sous le stress de l'altitude extrême. Docteur Dubois, qui grimpait à proximité avec son équipe, remarqua l'état de Léa. Il s'approcha et éclaira ses yeux avec sa lampe frontale. Les pupilles étaient inégales. La gauche mesurait 6 mm, la droite 4 mm. Signe clair d'œdème cérébral débutant, dit-il à Catherine, descente immédiate. Ces symptômes ne feront qu'empirer à cette altitude. Mais comment pouvait-elle redescendre quand la ligne était complètement bloquée? Le système étroit de corniche au balcon ne permettait qu'un mouvement dans une seule direction. Redescendre nécessiterait la coopération de dizaines de personnes qui menaient leur propre bataille contre l'altitude et l'épuisement. L'équipe roumaine devant elle avançait avec une lenteur agonisante. Leur chef, un homme d'affaires de 52 ans de Bucarest, luttait clairement contre l'altitude. À 4h47, Léa s'effondra complètement sur la corde fixe, tout son poids soutenu par son harnais. 2 grimpeurs se déplacèrent immédiatement pour la soutenir. Mingma vérifia son pouls et le trouva rapide et irrégulier. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, visible même à travers ses lunettes. Klaus Hoffmann, un guide allemand de 44 ans, positionné juste en dessous d'elle sur la ligne, observait la scène avec une inquiétude croissante. « Elle a le regard absent, dit-il à son client. J'ai vu ça 4 fois. Ça finit toujours pareil. » Catherine demanda à Mingma s'il y avait un moyen de faire descendre Léa de la montagne. Le silence du Sherpa disait tout. Un sauvetage par hélicoptère était impossible à cette altitude et transporter un grimpeur incapable de bouger sur le terrain technique de l'Everest nécessiterait une main-d'œuvre qu'aucune équipe ne possédait. La seule chance de Léa était de descendre par ses propres moyens, une possibilité qui s'évanouissait à chaque minute. À 5,2, Léa essaya de se lever, mais ses jambes ne pouvaient plus supporter son poids. Elle demanda, la voix confuse. « Maman, on est où? J'ai oublié où on va. » Son jauge d'oxygène indiquait 38 minutes restantes. Catherine criait à Mingma « On peut pas la descendre ?» Mingma pointa simplement la file de 40 personnes au-dessus et en dessous d'eux. Il n'y avait pas d'issue. De la mousse rosâtre apparut sur les lèvres de Léa,
signe qu'un œdème pulmonaire s'ajoutait à l'œdème cérébral. Elle se noyait de l'intérieur tout en suffoquant de l'altitude. Puis, à 5h18, quelque chose d'inattendu se produisit. Léa dit soudainement, avec une clarté surprenante, « Je veux continuer, pour ma thèse. Papa serait fier. » Son père était mort en 2019. Elle confondait le passé et le présent. Catherine, les larmes gelant sur ses joues, supplia « Chérie, on redescend maintenant. » Mais Léa secoua la tête avec une détermination qui semblait venir d'un autre monde. « Non, tu m'as promis. Ensemble jusqu'au sommet. » À 5h33, à une altitude de 8480 mètres, à 20 mètres sous le sommet du balcon, Léa Moreau tenta d'avancer sur la corde fixe. Elle clippa son ascendeur au-dessus de sa position. La procédure normale, la main droite clip, la main gauche fait glisser le mousqueton de secours, puis on déplace les pieds. À 5h33, 47, la main droite de Léa clippa l'ascendeur avec succès. À 5h33, 51, sa main gauche tendit vers le mousqueton de secours, mais se referma sur l'air vide. Une désorientation spatiale complète. À 5h33, 53, elle regarda sa main gauche, confuse de comprendre pourquoi elle avait manqué la corde. À 5h33, 55, instinctivement, elle essaya à nouveau avec la main gauche, relâchant sa prise de la main droite sur la corde. À 5h33, 56, les deux mains étaient dans le vide. Ses crampons glissèrent sur la glace à 60 degrés. Yuki Tanaka, une alpiniste japonaise de 29 ans, qui filmait son ascension depuis une position 8 mètres au-dessus, captura tout. J'ai vu ses mains chercher la corde comme si elle ne la voyait plus, comme une aveugle qui tâtonne. Puis elle est partie. Klaus Hoffmann, positionné 15 mètres en dessous, hurla « Halt !» en allemand. Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient complètement perdus. Puis elle est partie en arrière. Catherine, juste en dessous de Léa, à 3 mètres de distance, tendit désespérément les bras. Elle a glissé vers moi d'abord. J'ai tendu les bras. Mes doigts ont touché sa veste. J'ai senti le tissu. Puis elle a basculé sur le côté. La glissade initiale, 8 mètres sur une pente de 45 degrés, les pieds en premier. Premier impact. L'épaule droite heurta un affleurement rocheux, rotation de 180 degrés. Zone d'accélération. 15 mètres de glace à 65 degrés, maintenant la tête en premier. Le rouleau convexe, lancé en chute libre à 5h34, 0,9, chute libre, environ 4, 2 secondes, impact final, atterrissage sur une corniche 67 mètres sous la route principale. Klaus Hoffmann se décrocha immédiatement et descendit 4 mètres en tentant d'intercepter Léa. Il attrapa la corde traînante attachée à son harnais. La corde, sous une charge soudaine, glissa à travers ses gants. J'ai senti le nylon brûler mes paumes à travers mes gants. J'ai serré plus fort. Puis la corde s'est échappée. Je l'ai perdue. Les marques de brûlure trouvées plus tard sur ses gants mesuraient 6 cm de long, suggérant que la corde s'était déplacée à environ 8 à 10 mètres par seconde à travers sa prise. Les sons rapportés, le grattement des crampons sur la glace. Un seul impact sourd. Catherine hurlant, Léa, puis le vent. Seulement le vent. Mingma descendit jusqu'au bord du rouleau convexe avec ses jumelles. Il repéra la combinaison rouge de Léa sur la corniche 67 mètres plus bas. Aucun mouvement. Position. Partiellement enchevêtré dans sa propre corde, un bras pendant du rebord, masque à oxygène arraché, piolet toujours accroché au harnais, inutilisé. Docteur Dubois évalua la situation depuis le haut avec ses jumelles. À cette altitude, sans oxygène, perte de conscience en 90 secondes, mort cérébrale en moins de 8 minutes. Même si elle a survécu à la chute, elle est décédée dans les minutes qui ont suivi. Catherine hurla le nom de sa fille pendant 4 minutes sans interruption. Elle tenta de se décrocher et de descendre vers elle. Klaus et Mingma durent la retenir physiquement. Puis, le silence complet pendant 6 minutes. À 5h47, Catherine prononça 2 mots. « Je continue ». Docteur Dubois enregistra sa réaction sur la radio de l'expédition. Catherine est entrée dans un état dissociatif. Elle m'a dit textuellement « Si je m'arrête maintenant,
Léa est morte pour rien. Elle voulait le sommet pour sa thèse. Je vais le chercher pour elle. C'est un mécanisme de défense classique face au traumatisme. Le cerveau ne peut pas traiter la perte, alors il transforme la mission. Entre 6,23 et 8,4, Catherine grimpa avec ce que Mingma décrivit comme une perfection mécanique. Aucune émotion, aucun discours. Elle répondait aux instructions par des mots uniques. Yuki Tanaka filmait toujours. Elle montait comme un robot. Pas de pause, pas de regard vers le bas. J'ai essayé de lui parler au col sud. Elle m'a traversé du regard comme si j'étais invisible. La météo se détériorait, le vent soufflait à 45 km/h. La visibilité diminuait. La température était tombée à -30 et 1 degré Celsius. À 8,4, Catherine Moreau atteignit le sommet de l'Everest. Mingma raconta: elle a touché les drapeaux de prière. Elle s'est agenouillée. Elle a sorti son téléphone. Elle a pris une photo du lever de soleil. Puis elle a pleuré sans un bruit pendant 3 minutes, juste des larmes qui gelaient sur ses joues. Catherine resta au sommet pendant 8 minutes, un temps dangereusement long. Elle laissa un objet au sommet, le carnet de recherche de Léa, contenant des feuilles de données vierges pour des échantillons qui ne seraient jamais collectés. Découvert plus tard par un autre grimpeur, à l'intérieur du carnet, Catherine avait écrit au crayon « Léa, 22 ans ». Elle voulait comprendre comment nos corps s'adaptaient ensemble. Elle ne saura jamais que j'ai échoué à protéger le sien. Maman. Catherine redescendit en passant devant la position de Léa à 9,30. Mingma rapporta. Elle n'a pas regardé. Elle a gardé les yeux sur ses pieds, même quand on passait juste au-dessus. Catherine devint la 7e femme française à atteindre le sommet de l'Everest. Léa devint la 12e victime française sur la montagne. Le corps de Léa reste sur la corniche à 8413 mètres, visible dans sa combinaison rouge pour les grimpeurs passant au balcon. Certaines expéditions l'utilisent maintenant comme point de repère. La silhouette rouge, 67 mètres sous la ligne fixe. Catherine ne retourna jamais à l'alpinisme. Elle travaille maintenant au centre hospitalier de Chamonix en rééducation physique. Interrogée 8 mois plus tard par le club alpin français, elle déclara « J'ai atteint le sommet. J'ai laissé ma fille suspendue dans la mort pendant que je grimpais au-dessus d'elle. Quel genre de mère fait ça? J'ai le sommet. Elle a une tombe de glace. Le commerce n'a jamais été équitable. » La thèse de Léa, adaptation physiologique partagée en altitude extrême, étude mère-fille, reste inachevée à l'Université Lyon 1. Le titre de son dernier chapitre, écrit avant l'expédition, Limite individuelle VRS. Limite partagée, où la biologie s'arrête et la volonté commence. Elle n'a jamais trouvé la réponse.